bienvenue. Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective vétérinaire. On va décortiquer une énigme médicale fascinante, une histoire qui nous montre à quel point un bon diagnostic, ça ressemble parfois à une enquête policière. Alors, voilà le point de départ, le casse-tête. Imaginez un peu la scène. Un jeune chien plein de vie qui boit, sans jamais s'arrêter. Les vétérinaires font toute la batterie de tests habituels et rien. Tout est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Allez, on ouvre le dossier. Qui est notre patiente et quels sont les détails de ce mystère? Notre protagoniste, c'est donc une jeune femelle labrador noire de 17 mois. Son propriétaire nous dit qu'elle a un tempérament assez excitable et le souci qui l'amène chez le véto, il est simple, mais il est inquiétant. Depuis un mois, elle boit énormément et forcément, elle urine énormément. C'est ce qu'on appelle en jargon médical la polyurie, polydipsie. En clair, elle passe son temps à boire et à faire pipi. C'est un symptôme super classique qui peut cacher plein de choses. Face à ça, la première chose à faire, c'est de chercher les coupables habituels. On lance donc toute une série de tests. Et là, c'est la surprise. Les résultats sont déroutants. Il n'y a rien. Pas de diabète, pas de maladie des reins, pas de soucis au foie, pas de maladie de Cushing. Toutes les pistes les plus évidentes, les plus classiques, ne mènent nulle part. Le mystère ne fait que s'épaissir. Bon, si ce n'est aucune des maladies habituelles, on cherche où ? Pour avancer, il a fallu sortir un peu des sentiers battus et faire un test un peu particulier. Et c'est ce test qui va nous donner la clé de toute l'énigme. On a demandé au propriétaire de faire un truc assez contraignant, on va pas se mentir, prélever des échantillons d'urine toutes les 2 heures, pendant 24 heures, jour et nuit. C'est un sacré effort, mais c'est cet effort qui va nous apporter l'indice le plus important et le plus surprenant de toute l'enquête. Et voilà ce que ça révèle. Et c'est là que ça devient fascinant. La plupart du temps, l'urine de la chienne est très diluée. Sa densité est super faible, en dessous de 1,014. On dirait de l'eau. Mais, et c'est ça le paradoxe, sur quelques échantillons, la densité est au contraire très élevée, au-dessus de 1,030. Ça veut dire qu'à ces moments-là, son urine est très concentrée. Cette découverte nous amène à la question au cœur de toute cette affaire. Comment c'est possible ? Comment l'organisme de ce chien peut être capable de concentrer parfaitement son urine, ce qui prouve que tout fonctionne, les reins, les hormones, et pourtant la plupart du temps, se comporter comme s'il en était totalement incapable? Eh bien, cette contradiction, c'est la clé. Elle nous oblige à penser complètement différemment, à sortir du purement physique. Alors, quel est le fin mot de l'histoire ? Voilà le diagnostic. Polydipsie psychogène. Voilà le nom de la maladie. Le mot important ici, c'est psychogène, qui veut dire d'origine psychologique. Pour le dire simplement, ça veut dire que le chien boit de manière compulsive, excessive, non pas parce que son corps en a un besoin réel, mais à cause d'un problème de comportement. C'est plus une habitude, une compulsion qu'une vraie soif. Ok, maintenant qu'on a le diagnostic, on va voir comment, d'un seul coup, toutes les pièces du puzzle s'assemblent à la perfection. Alors, reprenons nos indices. Primo, le fait que le chien soit capable de concentrer son urine, même si c'est rare, nous prouve que ses reins et ses hormones marchent très bien. C'est la preuve numéro 1. Deuxio, le fait que le problème ne soit pas constant, ça pointe vers une habitude, pas vers une panne mécanique permanente. Tertio, son tempérament excitable colle parfaitement au profil des animaux qui développent ce genre de troubles. Et enfin, par élimination, une fois qu'on a rayé toutes les maladies physiques de la liste, la piste comportementale est la seule qui reste. Logique. Bon, on a un diagnostic qui sort de l'ordinaire. Alors, le plan d'action, c'est quoi ? La solution est tout aussi surprenante que le problème. La recommandation est très précise. On va limiter sa consommation d'eau à environ 90 ml par kilo de poids corporel par jour. Pour un labrador, croyez-moi, c'est une sacrée restriction. Pourquoi on fait ça ? L'objectif est triple. D'abord, évidemment, limiter la quantité d'eau qu'elle boit. Ensuite, ça permet aux reins de se réinitialiser. En fait, à force de devoir gérer des litres et des litres d'eau, le mécanisme de concentration du rein devient moins performant. C'est ce que les vétos appellent le lessivage médulaire. En restreignant l'eau, on permet au rein de retrouver sa pleine capacité. Et enfin, et c'est le plus important, on cherche à casser le cycle comportemental, cette habitude compulsive de boire. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. On ne peut tenter ce traitement que si on est sûr à 100% du diagnostic. Si on restreint l'eau d'un animal qui a un diabète ou une insuffisance rénale, c'est extrêmement dangereux. On pourrait provoquer une déshydratation très grave. Le bon diagnostic, ici, c'est une question de sécurité avant tout. Pour être bien sûr de tout comprendre, c'est intéressant de voir rapidement pourquoi les autres idées de traitement auraient été de grosses erreurs. Par exemple, pourquoi ne pas lui donner l'hormone qui aide à concentrer l'urine, l'ADH ?
Tout simplement parce que le chien nous a déjà prouvé qu'il en produisait et que son corps y réagissait. Ça n'aurait servi à rien. Pourquoi ne pas tenter un traitement pour les allergies ou refaire un test pour la maladie de Cushing? Pareil, parce que le bilan initial avait déjà clairement dit non à ces maladies. S'acharner sur ces pistes aurait été une perte de temps. Au final, ce cas se termine donc par une résolution très claire. Mais il nous laisse avec une question plus profonde, qui va au-delà de cette histoire. Qu'est-ce que ce cas nous apprend sur le lien incroyable qui existe entre le mental d'un animal et sa santé physique? C'est une illustration magnifique que la médecine ne peut pas toujours séparer le corps et l'esprit et que parfois la clé d'un symptôme bien réel se trouve en fait dans le comportement.